Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. C'est l'heure de Parlement Hebdo, un rendez-vous que vous pouvez retrouver pendant 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. À mes côtés, aujourd'hui, Germain Andrieux. Bonjour. Bonjour Mickaël. Et dans les titres, la révision constitutionnelle adoptée à l'Assemblée nationale, elle inscrit la déchéance de nationalité et l'état d'urgence dans la loi. Satisfaction de Manuel Valls, qui se dit convaincu qu'elle sera adoptée par une majorité au Congrès. Maintenant, la balle est dans le camp des sénateurs. Cette semaine également, le nouveau gouvernement Valls 3, un remaniement marqué par plusieurs retours, celui de Jean-Marc Ayrault aux affaires étrangères et le retour des Verts avec notamment la patronne Emmanuelle Cos. Parité respectée, 19 hommes et 19 femmes. Et on sent bien que la présidentielle, elle approche. Une proposition de loi déjà adoptée par l'Assemblée veut modifier les règles en matière de parrainage, financement de campagne, mais aussi de temps de parole dans les médias, au détriment des petits candidats qui se disent inquiets. Et pour commenter avec nous cette semaine politique, notre invité c'est Christophe Béchu. Bonjour, sénateur du Maine-et-Loire, maire d'Angers. Vous allez commenter jour après jour cette semaine politique. On va commencer à l'Assemblée nationale. Lundi, l'Assemblée a voté l'article 1 de la révision constitutionnelle sur l'état d'urgence. Avec 103 voix pour et 26 contre, l'Assemblée a adopté lundi soir l'article 1 qui vise l'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence. Le texte initial a été peu modifié, à retenir le contrôle parlementaire de l'état d'urgence et une durée maximale de prorogation de 4 mois. On regarde le sujet de Rim Benhammer. L'état d'urgence, désormais inscrit dans la Constitution. L'article 1 a été adopté. L'état d'urgence sera décrété en Conseil des ministres et seul le Parlement pourra prolonger sa durée au-delà de 12 jours. Les débats se sont cristallisés sur la durée maximale. Un amendement UDI a été adopté pour le limiter à 4 mois renouvelables. Il nous paraît très regrettable qu'on installe ou qu'on laisse la possibilité d'installer un état d'urgence quasi permanent qui serait par exemple d'une durée initiale, que sais-je, de 8 mois, 10 mois, 12 mois, alors qu'évidemment personne n'est capable en période de crise d'imaginer ou d'évaluer ce que sera la menace à telle échéance. Les députés ont aussi ajouté le principe d'un contrôle parlementaire sur l'organisation de l'état d'urgence voulu par plusieurs groupes. Le gouvernement y était favorable, tout en émettant quelques réserves. Si le Parlement, dans sa sagesse, décide d'élever des éléments au rang constitutionnel, le gouvernement respecte la volonté du Parlement. Mais stricto sensu, nous avons pu construire un contrôle parlementaire sans que ça figure dans la Constitution. En revanche, c'est contre l'avis du gouvernement qu'un autre amendement a été adopté. Selon cet amendement, l'Assemblée se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'état d'urgence. Une disposition trop éloignée des objectifs du texte, selon Manuel Valls. Le gouvernement ne souhaite pas aller sur d'autres sujets, et notamment sur la question de la dissolution. Parce qu'on voit bien qu'on touche tout de suite à d'autres éléments. Il faudra sans doute revenir sur l'amendement qui a été adopté tout à l'heure. Quand je dis revenir, c'est sur le fond du débat. L'article 1 adopté, les députés se sont lancés dans l'examen de l'article le plus critiqué, celui sur la déchéance de nationalité. Le vote sur l'ensemble du texte aura lieu le 10 février. Alors Christophe Béchu, le contrôle parlementaire de cet état d'urgence, il reste à définir par les deux assemblées, mais c'est une bonne chose que vous preniez en main d'une façon assez large ce contrôle parlementaire de l'état d'urgence? Oui, c'est une bonne chose. On va évidemment attendre les débats qui vont avoir lieu ici au Sénat autour de cette révision constitutionnelle. L'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence, ça permettra de le border, de dire ce qu'il y a dedans, où ça commence et comment ça s'arrête. Mais le fait que, évidemment, on ne bascule pas dans un système où les pleins pouvoirs seraient donnés à l'exécutif, c'est une nécessité absolue. Quand vous voyez les images dans l'hémicycle, d'un hémicycle où ils n'étaient pas très nombreux quand même, ça vous a choqué, vous? Il y a eu une certaine polémique en début de semaine. Oui, il y a eu une polémique qui a été chassée par d'autres polémiques. On est déjà à la fin de la semaine. Bon. Moi, je pense honnêtement aussi que le gouvernement a une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'en faisant commencer un débat un vendredi sur un sujet soi-disant central et crucial, il savait très bien que compte tenu de ce que sont les habitudes de travail des uns et des autres, ça n'aboutirait pas à une présence forte et une présence massive. Et je pense d'ailleurs, pour partie, qu'il n'est pas mécontent qu'il y ait eu un débat ou une polémique sur la présence des députés plutôt que sur le fond du texte et sur les divisions que ça suscite à l'intérieur de la majorité. Et pour l'article 2, l'hémicycle était bien rempli le lendemain, on l'a bien vu. Mais tout de même, on est revenu sur cette dissolution, cette possibilité de dissolution de l'Assemblée pendant l'état d'urgence.
Il ne fallait pas confondre les objectifs de cette révision constitutionnelle? Dire on ne peut pas dissoudre quand il y a un état d'urgence, c'est quoi l'étape d'après? On n'organise plus d'élections quand il y a un état d'urgence? Là, on change de régime, on modifie l'équilibre des pouvoirs. Vous savez, plus largement sur la Constitution, on a fait une révision mineure, soi-disant mineure, passer le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Les conséquences, on n'a toujours pas fini de les mesurer aujourd'hui sur l'équilibre des institutions et sur la manière dont ça change les choses. Dire demain, on se contente de constitutionnaliser l'état d'urgence et commencer à ajouter l'interdiction de dissolution, la modification de l'équilibre des pouvoirs entre Parlement et exécutif, c'est jouer avec le feu et dans des conditions où la sérénité et le temps pour regarder les choses n'existent pas. Donc attention à toute modification, à leurs répercussions. Toujours lundi, après le vote de cet article 1, les débats sur l'article 2 étaient bien sûr très attendus. C'est l'article qui concernait la déchéance de nationalité. Certains députés étaient à vif, ils ont expliqué leur choix avec émotion. C'est le cas du centriste Charles de Courson, le député UDI visiblement ému, a expliqué pourquoi il allait voter en faveur de cet article 2. On l'écoute. La déchéance de nationalité limitée aux seuls binationaux, soit 5% de nos concitoyens, telle qu'elle était prévue dans le projet initial du gouvernement et qui traduisait ce choix exposé à Versailles par le président de la République, était inacceptable parce qu'elle était contraire à l'unité de notre nation. Voter pour ce texte, c'était trahir la mémoire de mon grand-père, député de la nation, mort à Neuengamme, et qui avait voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parce qu'il était contre le sabordage de la République. Par contre, je voterai la nouvelle rédaction de l'article 2 parce qu'elle permet d'appliquer la déchéance de nationalité à tous les Français condamnés pour des crimes et des délits graves en lien avec le terrorisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, mon père était résistant, a été qualifié de terroriste par l'occupant nazi parce qu'il avait pris les armes. Et il avait été qualifié de terroriste non pas par des juridictions indépendantes, mais par l'occupant. Et donc voter pour cet article 2 dans sa nouvelle rédaction ne trahira pas la mémoire de mon père. Néanmoins, l'indignité nationale eût été une meilleure solution et aurait évité la désunion nationale. Alors voilà, vous l'avez vu, c'est une séquence assez inédite. Bien sûr, dans chaque camp politique, il y a des calculs politiques, mais on ne peut pas exclure que c'est aussi un choix très intime pour chaque parlementaire, avec des histoires personnelles. Oui, je pense que on l'a d'ailleurs bien vu à l'arrivée, avec les votes. Il n'y a pas de parti dans lesquels les votes aient été unanimes dans un sens ou dans un autre. Peut-être restons un peu sur l'émotion de Charles de Courson. C'est rare, cette image, quand même, dans un hémicycle. C'est rare. Laisser transparaître cette émotion pour un homme politique. C'est rare, mais dans beaucoup de cas, les textes sur lesquels nous votons ne se prêtent pas à une forme d'émotion. Beaucoup de textes n'ont pas la dimension, la portée, la puissance mais là, oui. Mais là, évidemment, encore une fois, on touche à la Constitution. Les attentats du 13 novembre nous ont fait basculer dans quelque chose où la force des débats, des symboles, le poids de la révision que nous demande le président de la République sont presque sans précédent. Donc vous êtes quelque part, vous êtes en train de nous dire que plus rien ne sera comme avant, on ne peut plus faire de la politique comme on la faisait avant. Et pourtant, si on vous regarde bien le jeu politique actuellement, il n'y a pas eu de changement. Non, je dis juste que avec les chaînes d'infos en continu, avec les flux d'informations auxquels on est soumis, on pourrait croire que ce qui s'est passé le 13 novembre, c'était il y a très longtemps. La vérité, c'était il y a seulement un tout petit peu plus de 3 mois. Bon. Mais que dans le même temps, dans ce laps de temps si court, nous sommes invités à nous prononcer sur des points de révision constitutionnelle qui, évidemment, n'ont pas fait l'objet d'une réflexion ou d'une maturation comme d'autres sujets qui peuvent exister dans la vie politique depuis longtemps. Le poids de la fiscalité, le niveau des charges sociales, le fait de savoir quel est le bon équilibre entre sécurité et justice. La question de la déchéance de la nationalité, elle a fait un petit tour en termes d'apparition sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec un discours controversé. Et là, elle revient. Mais elle revient avec une configuration politique qui n'a plus rien à voir, dans un contexte qui n'a plus rien à voir. Sans aucun consensus, ni côté majorité, ni côté opposition, on y reviendra. Et avec déjà tellement de versions depuis le 13 novembre. On va parler un petit peu de ce qu'il y a eu au Sénat. C'était mardi, on a voté l'état d'urgence, la prolongation de l'état d'urgence.
C'est le ministre de l'Intérieur qui est venu au Sénat pour annoncer la prolongation de cet état d'urgence, 3 mois. Écoutez Bernard Cazeneuve. L'exception au droit commun fait partie intégrante de l'histoire républicaine française. Tout État démocratique a en effet le devoir de prévoir un dispositif d'exception susceptible de lui donner les moyens de droit pour faire face à une situation d'une extrême gravité. Mais il doit bien évidemment le faire dans le respect scrupuleux des principes démocratiques et en prévoyant les garanties permettant de s'assurer qu'il en sera fait un usage strictement nécessaire. La loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence vise ainsi à nous permettre de lutter contre tout péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou contre des événements, je cite, présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique. Nul ne conteste ici, j'en suis convaincu, que les attentats du 13 novembre s'inscrivaient dans ce cadre. Mais si nous devons faire preuve de fermeté et de détermination, nous devons également agir dans la pleine conscience de la responsabilité qui est la nôtre. L'état d'urgence n'est pas le contraire de l'état de droit. Il en est au contraire, dès lors que la situation l'exige, le bouclier. Contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, parfois dans la presse, l'état d'urgence n'est donc pas synonyme d'arbitraire. Les raisons justifiant d'y avoir recours, sa déclaration comme sa prorogation, ainsi que les actes et les décisions prises sur son fondement, sont tous prévus et strictement encadrés par la loi. Christophe Béchu, Jacques Toubon, qui est le défenseur des droits, disait il y a très peu de temps, nous étions rentrés dans l'ère des suspects. On prolonge l'état d'urgence, tout le monde dit que c'est plutôt raisonnable de le faire. Vous estimez, vous, qu'il peut y avoir des dérives? On en a vu, on en a connu, et Bernard Cazeneuve en a parlé également. Encore une fois, pourquoi on est dans cette situation? Les attentats. À cause des attentats. Est-ce qu'il était souhaitable, après les attentats, de ne rien faire? Bien sûr que non. Est-ce qu'il était souhaitable de prendre des mesures? Faut en faire. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je trouve qu'on n'a pas suffisamment fait après Charlie. J'aurais mauvaise grâce aujourd'hui à considérer qu'on en a trop fait après les attentats du Bataclan. Et je préfère la prolongation de l'état d'urgence avec un retour régulier devant le Parlement pour échanger sur un certain nombre de sujets, plutôt que la précipitation de la révision constitutionnelle, pour être clair. Parce qu'on fixe là des règles pour maintenant, dans le cadre de la révision constitutionnelle, on les modifie pour toujours. C'est un consensus politique sur ce point, puisqu'effectivement c'est une attente des Français aujourd'hui. Il fallait prolonger cet état d'urgence et en même temps il y a aussi une urgence à l'inscrire dans la Constitution. Pourquoi? Pour fixer un cadre et les règles du jeu. Oui, moi je crois deux choses. D'abord, indépendamment de l'attente des Français, parce que ce n'est pas une bonne manière de légiférer que de faire un sondage pour ensuite savoir ce qu'il faut faire. Mais très simplement, aujourd'hui, quand on voit la situation dans laquelle nous sommes, et ce que l'état d'urgence a permis, en termes de perquisition, en termes d'assignation, il est raisonnable et souhaitable de le maintenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir conscience qu'il y a un certain nombre d'excès ou d'abus. C'est aussi pour ça que les tribunaux sont là. Mais globalement, les avantages l'emportent très largement sur les inconvénients compte tenu de la situation et du péril dans lequel nous sommes. Une question très courte, ça va s'arrêter avant l'Euro de foot qui va être organisé en France. C'est raisonnable de l'arrêter avant? Je ne comprends pas cette manière de présenter les choses. L'état d'urgence, il doit être dicté par les circonstances, pas par la date des événements. Donc vous l'arrêtez quand vous considérez qu'il n'y a plus lieu de le maintenir. Dire par avance, on l'arrêtera parce qu'ensuite, il va y avoir des matchs de foot en France, pour le coup, c'est un non-sens. Ou les éléments dont on dispose... au niveau international, tous ceux qui vont venir en France. Mais à ce moment-là, encore une fois, il faut de la cohérence. Et globalement, c'est quand même ce qui manque le plus à ce gouvernement depuis le début du quinquennat. On a une situation, s'il y a un danger, on maintient l'état d'urgence, parce qu'on considère qu'on a des raisons de le faire. S'il n'y a pas de danger, on le lève. Est-ce que l'euro va faire diminuer le danger, ou est-ce qu'au contraire, la multiplication de rencontres, de dizaines de milliers de personnes se rendant dans des stades, de visiteurs venant de l'étranger, augmente le risque? En tout cas, le niveau de sécurité sera une priorité, puisque ça a été rappelé pour cet événement. On va continuer le film politique de la semaine. Christophe Béchu, retour dans l'hémicycle avec le vote de l'article 2. C'était l'article le plus attendu sur la déchéance de nationalité. Les débats étaient très vifs. Il n'y a aucun consensus du côté de la majorité ni de l'opposition. Retour sur un vote très politique avec ce sujet de Céline Martel. Le scrutin est ouvert. Tout s'est joué à seulement 14 voix d'écart.
La déchéance de nationalité est adoptée de justesse. L'article le plus controversé du projet de loi a divisé l'hémicycle, surtout parmi les socialistes. Là où nous avons besoin de concorde démocratique, là où les Français se sont spontanément rassemblés après les attentats, ce débat sur la déchéance de nationalité crée de la discorde. Sur les 148 votes contre, 92 viennent d'élus du PS. Pour défendre son texte, Jean-Jacques Urvoas invoque le principe d'égalité entre les citoyens. La déchéance de nationalité ne vise plus explicitement les binationaux nés français. Toute personne condamnée pour terrorisme doit pouvoir être déchue de la nationalité, quel que soit le mode d'acquisition de cette nationalité. À droite, les Républicains se sont eux aussi divisés. 32 votes pour, suivant les consignes du chef du parti Nicolas Sarkozy, 30 votes contre. Inscrire dans la Constitution ce que vous nous proposez est inutile. 2, c'est dangereux. 3, c'est mal placé. À mesure que s'empare de l'hémicycle une certaine confusion, je voudrais, pour ma part, très directement réaffirmer une conviction. Que oui, il faut inscrire dans le texte constitutionnel, dans la loi fondamentale de la République, ce principe de la déchéance de nationalité. Chez les écologistes, seul François de Rugy a voté en faveur de la déchéance de nationalité. Le chemin de la révision constitutionnelle est encore long. Le texte passera au Sénat le mois prochain. Les sénateurs de droite, en majorité dans la Haute Chambre, ont déjà annoncé leur intention de réécrire le texte. Alors on va se concentrer sur le vote des Républicains. Christophe Béchu, vous l'avez vu, c'est 50-50. C'était très difficile de trouver une ligne politique. Pourtant, Nicolas Sarkozy était venu le matin même à l'Assemblée pour essayer de convaincre une dernière fois les députés de voter en faveur, notamment de cet article 2. Quel est aujourd'hui votre point de vue? Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un consensus au sein des Républicains sur ce sujet? Honnêtement, ce n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est le texte qui va être voté. Ce n'est pas de savoir ce qui va se passer à l'intérieur du groupe politique des Républicains à l'Assemblée ou au Sénat. C'est quel texte la représentation nationale adopte à l'arrivée. Les bisbilles internes au PS entre les frondeurs et les autres, les propos au sein des Verts et même les Républicains. Philosophie de différence pour être clair, entre certains sénateurs ou certains députés. Moi, ce que je constate, et vraiment ce qui me désole, on a un président de la République qui a été élu et qui a fait campagne sur la promesse de rassembler les Français. Dans des circonstances dramatiques. Il a invoqué l'unité nationale. Il est venu devant le Congrès. Il a présenté une feuille de route et un cap global pour la nation pour essayer de la rassembler. Et on est 100 jours après. Et il a été largement applaudi par les Républicains. Par tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous dénoncez les postures politiques? Il y a bien sûr les primaires, c'est dans moins d'1 an du côté des Républicains. Vous dites aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a vraiment que des votes en âme et conscience? Est-ce qu'il y a des postures politiques puisqu'on prépare déjà après du côté des Républicains? La posture de François Fillon, par exemple. Je pense que les postures sont beaucoup moins importantes sur ce texte que les convictions, quels que soient les bancs sur lesquels on se trouve. Parce que les calculs, vous savez, dans ceux qui ont voté contre, à l'intérieur de ma famille politique, il y en a que ça choque, et puis il y en a d'autres qui éventuellement peuvent trouver qu'il aurait fallu le réserver aux seuls binationaux, ou l'écrire de manière différente, ou que les circonstances ne sont pas les bonnes. Je vais juste ajouter 2 choses. Ce gâchis sur la manière dont se fait le débat, et dont ça fracture aujourd'hui la représentation nationale, mais pas seulement l'ensemble de la population, c'est quand même en grande partie lié au fait qu'après la parole présidentielle du 13 novembre, de semaine en semaine, on a fluctué. Vous dites que le président n'a pas tenu parole, c'est ça? Relisez le discours du 13 novembre. Regardez le projet de loi tel qu'il est arrivé et on sait à l'Assemblée nationale. Et regardez entre les deux ce qu'ont été les prises de position des uns et des autres. Entre la sortie de Mme Taubira, se réjouissant que ça n'y soit plus, entre les interrogations à haute voix du Premier ministre pour se demander si ça servait à quelque chose, entre les confidences distillées par le Président de la République à certains, on est passé, en l'espace de plusieurs semaines, à une forme de concours Lépine autour d'une proposition qui semblait simple. Et je pense que cette confusion, ce flottement à la tête de l'exécutif a en grande partie déboussolé et alimenté le foutoir dans lequel on se trouve sur ce sujet. Et on va regarder justement le résultat du vote. Et en passant tout de suite à mercredi. Mercredi, l'Assemblée vote sur l'ensemble du projet de loi de révision constitutionnelle. C'était la dernière ligne droite à l'Assemblée, une épreuve de force pour Manuel Valls qui jusqu'au bout a essayé de rassembler la majorité. Les députés ont adopté l'ensemble du projet de loi de révision constitutionnelle avec 317 voix pour et 199 contre.
Le vote en détail et les rapports de force avec Thibault Le Floch. Pour 317, contre 199, l'Assemblée nationale a adopté. C'est une première étape remportée par le gouvernement. Le projet de réforme constitutionnelle a été adopté par plus des 3/5 des députés présents. Manuel Valls veut y voir un signe encourageant pour la suite de l'examen du texte. Une grande majorité des parlementaires, aux 3/5, ont considéré que ce rassemblement s'imposait au-delà des querelles partisanes. Les Français n'auraient pas pardonné et ne pardonneront pas à ceux qui ne se hissent pas à la hauteur des responsabilités. Les détracteurs du texte sont-ils des irresponsables? Bien au contraire, répondent les députés du Front de gauche et une majorité d'écologistes. Derrière le calcul de l'exécutif, sa proposition de révision consacre la victoire idéologique de l'extrême droite qui voit ses idées triompher alors qu'un gouvernement de gauche est censé être au pouvoir. L'article 2 de cette loi, qui intègre la déchéance de nationalité dans notre Constitution, rencontre l'opposition d'une nette majorité des députés écologistes. Une opposition qui s'exprimait également dans les rangs socialistes et républicains. Mais les deux principaux groupes ont voté majoritairement en faveur du texte. La constitutionnalisation de l'état d'urgence représente une avancée incontestable pour notre démocratie. Au stade auquel nous en sommes, nous resterons sur un vote de cohérence par rapport à une mesure d'évidence. Un Français qui bafoue les valeurs de son propre pays, qui s'attaque sauvagement à lui, ne peut partager ni l'aventure nationale, ni sa destinée. Le texte va maintenant être examiné par le Sénat avant de revenir à l'Assemblée si des modifications sont faites par les sénateurs. Alors une première étape de franchie à l'Assemblée nationale. Il reste toute la suite du parcours législatif. Bruno Retailleau a déjà précisé que ça ne passerait pas au Sénat. Je pense que ce qu'il a précisé, c'est que la version adoptée par l'Assemblée nationale aurait du mal à être votée telle qu'elle par le Sénat. Notamment à cause de la patrie. Je pense que c'est effectivement un point de blocage pour beaucoup de mes collègues, même si, encore une fois, je pense qu'on ne sera pas sur des consignes de vote. Et il y aura ici une grande liberté des uns et des autres en fonction de leurs convictions. Il y a des gens qui sont favorables à la déchéance, il y a des gens qui y sont hostiles, il y a ceux qui effectivement sont gênés par la patrie. La constitutionnalisation de l'état d'urgence fera consensus de manière extrêmement large. Le point sur la déchéance, à nouveau, amènera certainement des débats dans cette maison. Est-ce que vous croyez que le Congrès, c'est fini? On n'en parle plus? Selon vous? Je ne vais pas me livrer au jeu des pronostics. Encore une fois, j'attends aussi de voir ce que l'examen donnera ici. Je suis, comment dirais-je, déçu, perplexe. Déçu? Oui, déçu parce que ce qui aurait dû être une occasion globale de regarder comment rassembler les uns et les autres est en train de devenir un espèce de spectacle, une pantomime sur le plan national qui est quand même assez invraisemblable. François Hollande a pourtant rappelé qu'il irait jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il est temps d'arrêter le processus? Non mais aller jusqu'au bout de quoi? De quel texte? De quelle version? Il va y avoir la navette, on aura bien une version définitive à un moment donné. Mais vous savez que pour qu'il y ait une version définitive, il faut à un moment que les deux assemblées se mettent d'accord. Et je m'étonne qu'en amont de l'examen par l'Assemblée, il n'y ait pas eu déjà dans la volonté de présenter un texte à l'Assemblée nationale qui n'ait pas déjà été pour partie soumis à une partie de la majorité sénatoriale, pour arriver dès le début à une version qui soit une version qui permette de ne faire qu'une lecture. Et François Hollande a dit, rajouté lors de son entretien télévisé, qu'il ne fallait pas que les navettes durent trop longtemps. Est-ce que ça voudrait dire, selon vous, que ce texte pourrait très bien s'arrêter? Arrêter l'examen de ce texte. On parle d'une révision constitutionnelle, oui, de quelque chose de majeur, et on est dans le commentaire de la dernière petite phrase du président de la République pour savoir ce qu'il envisage au bout du bout. C'est normal, franchement. On pose la question quand même au président de la République. Non, je suis d'accord, mais il n'y a même pas encore eu une lecture au Sénat que le président explique déjà qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de navettes parlementaires. Enfin, là, pour le coup, si vous voulez, au titre de la séparation des pouvoirs, la moindre des choses, le Sénat en particulier, c'est d'attendre qu'il y ait eu une lecture au Sénat et de regarder ce qui se passe après. Et ce serait le comble que l'exécutif essaye de faire porter la responsabilité d'une navette parlementaire au Sénat, alors même qu'il a bricolé un texte sans prendre le soin de s'assurer de l'accord de tout le monde avant de le présenter devant la représentation nationale. Ou alors on supprime les institutions et on considère que quand c'est l'état d'urgence,
le président décide seul ou le Premier ministre peut prendre par ordonnance toutes les décisions qu'il veut. Et puis on change de régime. Vous l'avez bien compris, et puis ça occupe un espace médiatique très important. Il y a d'autres priorités, ça a été rappelé par Emmanuel Macron, et c'est ce que François Hollande nous a rappelé hier également. C'est même pire que ça, si vous voulez. Le véritable point sur lequel on devrait avoir un débat, c'est la constitutionnalisation de l'état d'urgence et c'est les conséquences. Parce que ça, potentiellement, ça concerne des millions de Français. On va passer un petit peu à un autre sujet, mais vous inquiétez pas, on reste dans la politique et les élections ne sont jamais très loin. C'est une petite révolution qui se profile pour les candidats à l'élection présidentielle. Première proposition du projet de loi, les 500 parrainages d'élus nécessaires pour se présenter seront désormais directement envoyés au Conseil constitutionnel et non collectés par les candidats. Et la liste intégrale des parrainages sera publiée en temps réel, évitant le faux suspense parfois provoqué. Objectif de la transparence, mais les petits candidats crient au déni de démocratie favorisant les grands partis. L'idée qui consiste à dire que les parrainages, vous ne pouvez plus aller les collecter directement. C'est-à-dire que si vous mettez en place, c'est ce que nous sommes en train de faire, une force vive sur le terrain pour aller au contact des maires, pour nouer une relation privilégiée avec certains maires, eh bien tout ça, ce n'est évidemment plus possible puisque les maires devront adresser directement leur candidature au Conseil constitutionnel. Autre point sensible de la réforme, l'accès aux médias une fois la candidature validée. Actuellement, il y a 5 semaines d'égalité des temps de parole avant le premier tour. Le texte propose de n'en garder que 2, accompagné de 3 semaines d'équité et non plus d'égalité, c'est-à-dire une représentation des candidats en fonction des résultats des dernières élections et des enquêtes d'opinion, inadmissible pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est une magouille qui vise à verrouiller l'expression politique, puisqu'il n'y aura plus d'égalité du temps de parole pendant 3 semaines, là où se forgent véritablement les votes. Donc c'est une volonté des 2 principaux partis et du Parti socialiste de cadenasser l'expression politique et de faire taire les gens indépendants, les candidats indépendants. C'est une honte. La proposition de loi prévoit aussi de fermer tous les bureaux de vote de France au même horaire, 19 h. Elle vise également à renforcer les moyens de la commission de contrôle des comptes de campagne qui devra, à partir de 2022, ne prendre en compte que les dépenses des 6 mois précédant le scrutin contre une année actuellement. Le texte débattu dès mercredi prochain au Sénat doit être rapidement adopté car il est ensuite impossible de modifier les règles moins d'1 an avant l'élection présidentielle. Voilà pour les explications de Jérôme Rabier sur cette question de modernisation de la vie politique. Il le rappelait, un texte qui sera examiné dans l'hémicycle le mercredi prochain. Vous en êtes le rapporteur. Est-ce qu'ils ont raison, les petits candidats, de s'inquiéter? On entendait à l'instant Nicolas Dupont-Aignan dans ce reportage. Avant chaque élection présidentielle, il y a un texte qui ajuste des points d'organisation de cette élection présidentielle en fonction des remarques qui ont été émises par les autorités administratives ou juridictionnelles indépendantes. Conseil constitutionnel, CSA, Conseil d'État, Commission des sondages, Commission nationale des comptes de campagne. Depuis 2012, vous avez tout un ensemble de choses qui ont été pointées, comme c'était le cas au moment des élections précédentes. Et on attend le dernier moment, donc au moment où ça fait polémique, pour proposer un certain nombre de modifications de règles. Pour être clair, il y a des points qui, de mon point de vue, peuvent faire consensus. Comme la fermeture de tous les bureaux à la même heure, c'est un moyen d'éviter que dans certaines villes, on vote alors que des sondages sont déjà sortis et sont suffisamment fiables pour qu'ensuite le résultat puisse être influencé. Le temps de parole, c'est le point qui va effectivement cristalliser les difficultés. De quoi on parle? Entre 1962, date où on a décidé du principe d'une élection présidentielle au suffrage universel direct, et 2007, il y avait 2 semaines d'égalité pendant le temps de la campagne officielle. Et avant cette campagne officielle, il y avait un week-end qu'on appelait le temps intermédiaire, c'est-à-dire entre la publication des candidats ayant 500 parrainages et le début de la campagne officielle. En 2007, on a modifié le temps intermédiaire. Et on a dit que le temps intermédiaire, il allait plus durer 3 jours, il allait durer 3 semaines. Et en faisant ça, on a fait basculer dans l'égalité ces 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On a divisé, depuis 2007, par plus de 2, le temps moyen d'antenne consacré à la présidentielle pour une raison simple. Ce ne sont pas les petits candidats, contrairement à ce qu'un certain nombre disent qui sont visés. C'est le fait tout simplement que vous ne pouvez pas organiser de débat de premier tour. Et même avoir une présentation à la télévision qui soit totalement égalitaire, quand vous avez autant d'écart entre des candidats qui ne font pas campagne ou qui ne font pas de meeting, et je ne pense pas à des gens comme M. Dupont-Aignan, je pense à des candidats comme M. Chivardi, comme M. Cheminade, même si je cible personne. À la dernière élection présidentielle de 2012,
10 candidats. 5 candidats qui ont fait 97% des suffrages en cumulé, 5 candidats qui ont fait moins de 3%. Il y a encore dans temps, ces avant conditions, 2017, de changer les règles du jeu. Effectivement, un accès égal aux médias, au temps de parole, et en même temps en respectant des débats démocratiques entre les gros candidats. C'est comme ça qu'ils seraient appelés par les petits. Non, la proposition, elle est beaucoup plus équilibrée que la caricature que certains peuvent en faire. Elle ne vise pas, pour être très clair, à réserver le temps d'antenne aux gros candidats. Elle vise à dire on ne touche pas à une égalité totale pendant les 15 jours de la campagne officielle, mais pendant les 3 semaines qui précèdent, on renforce le principe d'équité en faisant notamment en sorte que, aujourd'hui, sur le papier, c'est une égalité, mais dans les faits, les chaînes ont le droit de programmer à 3 h du matin certains candidats et d'autres entre 19 et 20. Donc on corrige la liberté éditoriale en nous assurant que tous les candidats bénéficieront d'une exposition médiatique aux heures de grande écoute. Et dans le on même diffuse les meetings la nuit, c'est ce qu'on on tient compte de d'autres éléments. On va passer à jeudi, Christophe Béchu, car jeudi, le remaniement a bien eu lieu. Après plusieurs jours de suspense, le remaniement ministériel a été annoncé jeudi. Un remaniement marqué par plusieurs retours. Le retour tout d'abord de Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, remplace Laurent Fabius au Quai d'Orsay. Retour des Verts également avec Emmanuel Cos, Jean-Vincent Placé ou encore Barbara Pompili. 4 partants, 10 entrants, mais une parité stricte. Tout de suite, on fait le point. Un gouvernement arc-en-ciel avec l'arrivée de 3 écologistes. Emmanuel Cos à la tête du ministère du Logement et de l'Habitat durable. Jean-Vincent Placet devient lui secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification, quand Barbara Pompili est nommée secrétaire d'État chargée des relations internationales sur le climat. Gouvernement un peu plus élargi aussi au Parti radical de gauche, avec l'entrée de son chef Jean-Michel Baillet, nouveau ministre de l'aménagement du territoire et de la ruralité. Ce remaniement signe également le grand retour de Jean-Marc Ayrault. L'ex-premier ministre rejoint le ministère des Affaires étrangères. Il remplace Laurent Fabius en partance pour le Conseil constitutionnel. Une nomination qui devrait se traduire par un rapprochement de la France et de l'Allemagne, notamment dans le dossier des migrants. D'autres surprises encore, avec ces quasi-inconnus du grand public. Ancienne conseillère de François Hollande, Audrey Azoulay devient ministre de la Culture. Nommée secrétaire d'État, l'une des porte-paroles du PS, Juliette Méadel, et les députés socialistes Hélène Geoffroy, Estelle Grelier et Erika Barrette. Il y a aussi celles qui prennent du galon, Laurence Rossignol, nommée ministre de la Famille, de l'Enfance et du Droit des Femmes, Annick Girardin, ministre de la Fonction publique. Et celles qui quittent le gouvernement, Fleur Pellerin, Sylvia Pinel et Marie-Lise Lebranchu. Voilà, vous savez tout grâce à Sophie Normand-Couturier. Alors Christophe Béchu, vous êtes l'un des porte-parole d'Alain Juppé qui a déclaré ce matin « C'est en avant, marche arrière, cela ne changera pas grand-chose à la crédibilité du gouvernement, devenu pléthorique avec 40 ministres ». On voit bien que malgré toute l'énergie que le président de la République a pu mettre hier pour dire que ce gouvernement n'avait rien à voir avec la proximité de l'élection présidentielle, comment comprendre qu'on augmente le nombre de ministres au moment où le temps dont on dispose se raccourcit? Comment comprendre qu'on s'efforce d'aller par des petits calculs chercher, repêcher des battus à des élections, des gens qui ont déjà occupé des responsabilités? Honnêtement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont illisibles pour les Français. Et puis il y a évidemment quelque chose qui est choquant. C'est le fait qu'on ait marchandé sur un coin de table un référendum sur un projet d'aéroport pour obtenir le retour des écologistes. Ça traduit une chose. Ça traduit le fait que ceux dont le président voulait, je pense à Nicolas Hulot ou à d'autres, ont refusé de venir et qui s'est retrouvé, comme la presse le titre ce matin, avec beaucoup de cruauté, mais malheureusement avec un peu de justesse, à faire du bricolage. C'est pas à la hauteur. Notre-Dame-des-Landes, c'est du bricolage. Un référendum local, c'est du bricolage? On est en 2016. Répondez-moi, c'est du bricolage? Que n'a-t-on lancé ce référendum en 2012 en arrivant aux responsabilités? Quelle est aujourd'hui, maintenant? Parce que là, on voit bien qu'on est coincé, c'est ce qu'a dit le président de la République. Mais on est coincé depuis un mois? On est coincé depuis 2 mois? On est coincé, visiblement. Mais donc moi, en soi, j'entends que le référendum local peut être la solution, mais tout ça sent tellement l'arrière-cuisine électorale. Quelle question? Quel périmètre? Si c'est les Pays de Loire et la Bretagne, c'est possible selon vous? Je ne crois pas qu'on puisse organiser un référendum dans 2 régions. Un référendum local, par définition, doit être organisé par une collectivité locale. En fait, je pense que tout ça, ça s'est joué hier après-midi avec beaucoup d'impréparation.
et donc que la question de la collectivité qui va l'organiser, de la question, elle n'est pas posée. Le principe de libre administration des collectivités fait qu'une collectivité doit se saisir de tout ça. Je pense sincèrement qu'on est sur du bricolage. En tout cas, il y a au moins une chose sur laquelle je partage totalement la position du président de la République, c'est qu'il faut sortir de tout ça. J'avais la naïveté de penser que quand on élisait quelqu'un à des responsabilités, c'était pour qu'il prenne des décisions. Mais écoutez ce que disait François Hollande, justement, c'était jeudi soir à la télévision. C'est un gouvernement qui doit agir, qui doit réformer, qui doit avancer. C'est vrai qu'il est élargi. J'ai voulu associer des écologistes, des personnalités, mais il doit rester dans une cohérence. Je lui ai assigné 3 grandes priorités. La première, c'est protéger les Français. Vous avez sans doute relevé que les ministres qui sont en charge de la sécurité ont été maintenus et sont même renforcés, confortés. Je voulais aussi que la seconde priorité soit l'emploi, forcément l'emploi. Je voulais que la priorité, et je veux que cette priorité soit par rapport à ce grand accord que nous avons signé, la COP21, l'écologie, l'environnement, la transition. Et j'ai voulu que des personnalités écologiques ou écologistes, comme on voudra, puissent être partie prenante. Parce que quand il y a ce grand enjeu pour la planète, toutes les bonnes volontés, moi je les accueille. Christophe Béchu, je vous présente Tristan Quinault qui vient de notre partenaire, le SCAN. Il va vous poser 2-3 questions dans quelques instants. Germain, tout d'abord sur François Hollande. Oui, et retour à ce remaniement ministériel. Quand Alain Juppé dit c'est un retour à 2012, pour vous, ce n'est absolument pas un gouvernement de combat qui a été mis en place? Non. Absolument pas. C'est un remaniement ministériel pour faire un peu plaisir à tout le monde. Comment vous jugez aujourd'hui les différentes nominations? Le retour des Verts, le retour des radicaux? C'est un remaniement politicien. Les Verts ne reviennent pas. Quelques Verts, certains qui ont déjà quitté le parti, une qui était en rupture de banc, rentrent. Il y a un accord et un soutien politique. Le Parti radical de gauche, effectivement, c'est l'allié indéfectible depuis le début de ce quinquennat. Il n'y a pas de changement. J'ai du respect pour les personnalités, si vous voulez, qui ont été pressenties. Mais de là à présenter ce remaniement comme étant un événement politique majeur, je pense que même vous, et même des gens qui seront profondément bienveillants vis-à-vis du gouvernement, auront du mal à en faire cette lecture. Est-ce que vous avez encore un doute, si peut-il permettre d'avoir un doute sur la candidature de François Hollande en 2017? Ah, ça, honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans sa tête. Et compte tenu de ce qu'est le bilan qui est en train de se dessiner et un certain nombre de choses, je comprendrais qu'il se pose des questions. On va tout de suite passer au SCAN, notre partenaire. Bonjour Tristan, c'est à vous. Vous êtes un soutien d'Alain Juppé et on sait que les jeunes sont une cible pour lui et pour les convaincre, on l'a vu faire un ping-pong dans le 18e arrondissement, c'est des jeux d'alcool. Est-ce que pour convaincre les jeunes, ça passe par là? Non, je pense que quand on voit le succès de Bernie Sanders, qui est très à la mode en ce moment avec ses 74 ans et qui, je crois, a raflé presque 90% du suffrage des jeunes démocrates aux États-Unis face à Hillary Clinton, c'est pas une question de profil du candidat. C'est aussi une question de proposition et de projet. Vous faites le parallèle entre Bernie Sanders et Alain Juppé. Je le fais parce que la première chose qu'on me dit, après avoir expliqué que je défends la candidature d'Alain Juppé, c'est quand même, derrière la question de la séduction des jeunes, il y a ça malgré tout qui affleure en filigrane, vous soutenez un candidat qui a déjà un certain âge. Et bon, moi je pense très honnêtement que la politique, c'est pas les émissions de télé-réalité. C'est pas le fait d'aller singer les choses, mais ça peut être, malgré tout, d'avoir une forme de spontanéité dans les rencontres qu'on a avec les uns et les autres. Il ne faut pas être dans une maîtrise où on finit par être comme un robot, mais dans le même temps, il ne faut pas se travestir. Et il y a une ligne entre les deux qu'il faut être capable de suivre, celle de l'authenticité. C'est un candidat anti-système? J'irai pas jusque-là. Je pense que, honnêtement, il a aujourd'hui une obsession. C'est celle d'être utile à son pays en se disant qu'il peut sans doute être le plus à même de rassembler, après un quinquennat entre 2007 et 2012 qui a déçu une partie des électeurs de droite, et un candidat qui n'est pas terminé, mais qui semble devoir décevoir une partie des électeurs de gauche. Dans votre région, il y a un rendez-vous qui est apprécié par certains jeunes, c'est le Hellfest Festival. Ça a fait polémique avec Bruno Retailleau.
Est-ce qu'on peut y croiser Alain Juppé? Il ira séduire quelques jeunes là-bas. Rappelez ce que c'est que le Hellfest Festival. C'est un festival de hard rock, de rock metal. Alors, à ma connaissance, ce festival qui accueille plusieurs dizaines de milliers de personnes n'accueille pas que des jeunes, si vous voulez, entre 18 et 25 ans. Je crois au contraire qu'il y a pas mal de cadras qui sont assez fans de ce type de musique. Et je ne connais pas suffisamment bien les goûts musicaux d'Alain Juppé pour pouvoir vous répondre si vous avez une chance de l'y croiser. Il y a un livre dont on parle beaucoup, c'est celui de Nicolas Sarkozy, qui apparemment s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires, c'est le chiffre qui est avancé. Il a dit qu'il allait faire des dédicaces dans les supermarchés, notamment entre le rayon charcuterie et poissonnerie. C'est une place inattendue pour un ancien chef de l'État. Que les hommes politiques aient le souci d'aller rencontrer les Français là où ils sont, c'est pas quelque chose qui me choque. Et il se moque d'Alain Juppé qui, lui, apparemment préférerait les grandes écoles. Moi, vous savez, ce genre de petites phrases, il va falloir s'y habituer dans les semaines qui viennent jusqu'à la primaire. Mais je pense franchement que les Français attendent autre chose. Quand on regarde la situation dans laquelle on est, économiquement, socialement, sécuritairement, la crise des migrants, franchement, la somme des défis auxquels on est confronté font que si on reste scotché sur l'espèce de niveau qui est celui de la cour de récré, il ne faudra pas s'étonner que la colère des électeurs, de plus en plus, elle prenne la forme ou de l'abstention ou de vote en faveur des extrêmes. Et là, je vais vous dire, il ne faudra pas chercher d'autres excuses. Il nous reste un peu plus d'une minute. Est-ce que Alain Juppé a déjà gagné? On l'a vu qu'il a déjà distribué certains postes à ses proches, notamment à Virginie Calmels, qui est déjà assurée d'être maire de Bordeaux s'il gagne. Vous avez déjà un poste qui est prévu? Non. Merci de me poser cette question. D'abord, il n'y a rien de fait. Et c'est l'état d'esprit de personne. Ces primaires, elles sont ouvertes. Personne ne sait combien de gens vont se déplacer pour voter. Et j'appelle, moi, toutes celles et tous ceux qui veulent pouvoir peser sur la prochaine élection présidentielle à se déplacer pour ces primaires. S'auto-proclamer vainqueur, c'est le meilleur moyen de ne pas gagner une élection. Il y a des élections primaires, il y aura ensuite une élection présidentielle. Le chemin est très long et à aucun moment, il faut effectivement donner le sentiment que les choses sont faites. En tout cas, à titre personnel, moi, je ne suis pas du tout dans une... Je suis pas dans autre chose que dans le fait de m'impliquer dans une élection qui compte pour mon pays. Je n'ai pas d'ambition personnelle pour l'année qui arrive. Je l'ai dit et redit localement. Le chemin est long, on retiendra ça en tout cas. Merci beaucoup Tristan, merci à vous Christophe Béchu d'avoir participé à notre émission. Germain, on se retrouve bientôt sur les chaînes parlementaires. Très bonne suite des programmes. À bientôt.